Salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, c'est Nils et je constate que je n'ai pas bien paramétré la webcam. Donc, on va devoir changer ça de nouveau. Ouais, pas de nouveau, on va changer ça en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et j'espère que vous êtes prêts pour le sujet de ce soir pendant que... Est-ce que je peux... Ah non, il va falloir que je vous fasse des petites bidouilles et que vous avez perdu le son pendant ce temps. Et voilà. Voilà, là c'est mieux. J'avais l'impression que ça fonctionnait du premier coup, mais non, j'ai quelques petites blagues, notamment sur le rafraîchissement. La fréquence de rafraîchissement de la webcam. Et en fait, je voyais dans mon retour vidéo légèrement le rafraîchissement se faire. Eh bien, écoute, Xavier, déjà bonsoir à toi. Merci d'être là comme d'habitude. Ça va plutôt bien. Je crois qu'on va avoir une surprise incessamment sous peu. Je pense. Je suis pas sûr. On va voir. Salut Poulporg. C'est gentil d'être là avec nous de nouveau. J'espère que tout le monde va bien. Salut CAF35. Ça va me permettre de prendre un instant pour vérifier que j'ai bien le HomeLab, que j'ai bien la machine de test. Ça c'est bon. Et que je peux me connecter sur, on va dire celui-ci. Tac. Et ça fonctionne. Parfait. Très bien. Bon. Alors, première chose, je sais pas si vous avez vu la petite image sur les réseaux sociaux ou sur le Discord de la chaîne pour annoncer le live. Ça fait 2-3 fois que je m'amuse comme ça à vous poster une image pour essayer de faire deviner un peu le sujet du jour. Alors maintenant, c'est un peu, comment dire, c'est un peu tard pour deviner parce que c'est écrit là. Voilà, c'est écrit là, le sujet du jour. Et donc, forcément, eh bien, la photo, si jamais vous regardez cette vidéo en replay, vous n'avez pas vu le message sur les réseaux sociaux, je vous montre cette photo qui vient en fait d'une vidéo sur internet où en fait on voit quatre petits chiots malamutes qui se balancent tranquillement sur une balançoire et on peut voir qu'ils sont plutôt bien répartis sur les balançoires. Voilà, Et Xavier, t'avais pas compris avec les chiots et la balançoire. Ouais, balançoire, l'autre balancing, équilibrage de charge. T'en as un sur chaque pied, ils sont répartis. Bon, j'admets volontiers que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais voilà. Hop. Alors. Et donc, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un live avec de la répartition de charge. Donc, ce que je vais vous proposer, vous vous rappelez, si vous vous rappelez, nous avons un sacré paquet de machines virtuelles. On en a une bonne dizaine à notre disposition. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est en utiliser certaines comme serveur web relativement simple et en utiliser d'autres comme répartiteur de charge. Et pourquoi pas manipuler moi-même, faire quelques expérimentations, pouvoir aussi du coup vous montrer un peu comment tout ça se goupille et potentiellement même vous faire entre guillemets, alors je vais pas dire manipuler, mais vous faire participer à la démonstration, puisque je vous rappelle donc que ce HomeLab est plus ou moins accessible depuis internet et que donc il y a un reverse proxy sur un VPS qui est connecté en VPN donc à la machine, à l'environnement virtualisé HomeLab, et donc on pourrait envisager de mettre
de mettre à disposition pendant le live l'environnement réparti. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en fait, je me suis déjà connecté sur l'une des machines, je me suis connecté sur le HomeLab 19, enfin le Node 19, et avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment dire, on va dire petit passage, on va dire sous le capot, ou si vous préférez, comment ils disent en anglais, behind the curtains, donc derrière un peu on va dire l'envers du décor. J'ai mis à niveau cette semaine les machines virtuelles et elles sont passées en Fedora 40. Ce qui permet notamment, puisque j'ai un petit DNF-Y upgrade dans la conf Cloud Init, ce petit DNF upgrade forcément va beaucoup plus vite quand l'OS vient juste de sortir. C'est amusant, hein, c'est étonnant même. Donc ça c'est la première petite nouveauté. La deuxième nouveauté, si je vous fais un petit sudo dmi decode, on va faire pipeless. Mise à jour une pareille. Non, j'ai détruit et recréé. Donc Cockpit n'est plus installé notamment. Autre petite nouveauté, on avait remarqué la semaine dernière que les machines virtuelles étaient installées en utilisant une vieille génération, en émulant une vieille génération d'ordinateurs, se basant sur ce qu'on appelle le chipset Intel i440, qui date notamment des Pentium 2. Donc comment dire, ça date un peu. Et là, je suis passé sur l'émulation chipset Q35, ce qui est déjà un petit peu plus récent, et ce qui permet notamment que dans le cas de périphériques virtuels, ils sont émulés non plus en PCI, mais en PCI Express. Donc ça, c'est l'autre nouveauté. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est que, si ça veut bien remonter... Non, tiens, ah oui, je l'avais fait sur une autre VM. Je vais me connecter sur la 10. La Node 10. Voilà. Et donc, les VM sont maintenant déployés en mode UEFI. Ce qui est entre guillemets plus moderne. Alors, je ne sais... Enfin, comment dire, dans le cas de Fedora, c'est pas obligatoire de démarrer en UEFI. Mais c'est plus pour le délire d'être, on va dire, dans la modernité. Il n'y a pas d'obligation, je dirais de ma part, il n'y a pas de besoin particulier sur l'UEFI. Le Q35, c'est plus aussi pareil pour être moderne, mais j'imagine que de toute façon, utiliser certaines distributions modernes ou certains OS un peu modernes risque d'être un petit peu plus problématique sur des VM émulant un Intel i440 FX. Je pense en particulier justement aux dernières Red Hat est compatible, enfin les dernières RHEL est compatible. À mon avis, ça va être déjà un petit peu plus compliqué. Probablement aussi, je crois que les dernières Ubuntu, ils voulaient pas faire un truc aussi de faire en sorte qu'il faille une certaine génération de machines pour pouvoir s'en servir. Donc ce genre de problématique qui risque d'arriver dans les années à venir. Et puis bon, on sait tous que voilà, Windows 11 nécessite UEFI, Secure Boot, TPM en version 2.0. Alors on fait pas du Windows 11 tous les jours sur cette chaîne. Je dirais même on en fait quasiment jamais. Mais si jamais un jour le besoin s'en ressent, je sais que je pourrais comme ça paramétrer. Alors, je n'ai pas mis Secure Boot. Ça pourrait être une idée, un de ces quatre, que j'essaye d'implémenter Secure Boot dans les VM. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait faire l'objet d'un live. D'ailleurs, parmi les petites blagues que j'ai eues des blagues à propos de l'adressage IP sur les VM. Je savais pas trop si ça allait être fonctionnel pour ce soir, mais a priori, je suis bon. Mais on pourrait envisager un live où on repartirait faire
comment dire, du Terraform et du Cloud Init et d'essayer d'obtenir un résultat qui soit, on va dire un résultat acceptable sur les paramétrages réseau de machines virtuelles dans ces cas de figure-là. Bref, donc là, ça c'est la partie Terraform. Oui, bien entendu, tout cela est disponible sur mon dépôt GitHub. Je vais juste le retrouver tout de suite. Je vous l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Hop, que je vous montre. Hop. Donc si jamais vous avez envie de voir un peu comment j'implémente mon Home Lab, sachez que vous pouvez aller jeter un œil, voilà, sur le dépôt GitHub. Alors il n'est pas parfait, hein. Je pense qu'il y aurait des petites modifs à faire, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu. Tiens, ma branche master n'est pas protégée. Ok, je ferai ça une autre fois. Hop. Et Xavier qui nous dit: j'ai installé la distrib Ubuntu 24.04. Je l'ai pas encore essayé. 6 Go, elle a pris du poids. 6 Go de quoi? En RAM ou 6 Go d'espace occupé? Alors. L'ISO a téléchargé 6 Go. Ah ouais, effectivement. Effectivement, c'est lourd. Ça fait lourd. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va commencer par installer un serveur web. J'ai envie de dire, ça c'est relativement facile. Sudo dnf-y install. Et ce que je vais faire, c'est que je vais installer HTTPD. Donc c'est-à-dire en gros le serveur web de la fondation Apache, qu'on appelle par abus de langage Apache. Sudo systemctl enable --now httpd paf status httpd. Tenez d'ailleurs, petit truc, si jamais ça vous amuse, si jamais par exemple vous voulez soit avoir une vue très succincte, très concise de savoir si un service est en fonctionnement avec systemd, plutôt que d'utiliser systemctl status, vous pouvez utiliser systemctl is-active. Donc là, effectivement, le statut est quand même assez complet, c'est pratique, mais si vous voulez vraiment juste savoir l'info, c'est est-ce que le truc est en train de tourner, vous pouvez faire donc is-active. Et là, le truc me dit active. Et si jamais je le coupe, stop, il me dit bien inactive. Oups là. J'ai des petits problèmes avec le paramètre de répétition de touches sur le clavier. Malheureusement, le programme de configuration de mon clavier, je n'arrive plus à l'installer. Il va falloir que j'aille regarder ça avec un autre système pour pouvoir reparamétrer mon clavier. Maintenant que j'ai mon serveur web, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter un œil ici et je vais pouvoir faire ça. 10.99.19.19. Ouais, cool. Donc là, j'ai la page de test de Fedora, puisque la configuration du serveur web est pour le moins assez basique. Et pour ce que je veux faire, pour le moment, c'est amplement suffisant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi l'installer ailleurs. Alors, ce que je vais faire viteuf, c'est on va faire sur le 18, on va faire comme ça. Sudo dnf-y install httpd. Sudo systemctl enable up --now httpd. Et puis bah justement, on va vérifier assez simplement si le serveur est
bien lancé. Et ce qu'on peut même faire, hein, tant qu'à faire, on va aller en début de commande et on va faire un for in. Je vais faire 16, 17, 18. Et là, on va lui dire $. Ce que je vais me faire, c'est que je vais faire echo avant. Et on va dire echo homelab-node $. Voilà, soyons quand même un minimum consistant. Voilà. Tac. Et done. Donc je fais une petite boucle for comme ça, rapide, en mode one-liner. Pour aller sur les nodes 16, 17 et 18 et m'installer Apache et me dire installer Apache, d'ailleurs, première chose, lancer Apache et vérifier s'il est bien activé. Alors forcément, première connexion sur ces machines, donc il me réclame la clé SSH. Alors j'aurais pu rediriger la sortie dans Devenu, histoire de ne pas avoir les installations. Et là, j'espère que l'installation va se passer sans anicroche. Et il commence déjà à me faire flipper en début de live. Hey, salut à toi, Linux98. Bienvenue d'ailleurs, first time chat. Tiens, time out. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'espère. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire? Eh bien, justement, je cherche à. Je mets en place une sorte de lab pour montrer différentes technologies de répartition de charge dans le but de faire quelques démonstrations sur justement la haute disponibilité, la répartition de charge, ce genre de choses là. Toujours de façon assez chill puisque donc ici on fait ça tranquillement. Alors non, pas forcément de charge CPU, mais de ce qu'on appelle la répartition de charge. Ça peut être plutôt de la répartition de charge réseau ou applicative, si tu préfères. Donc ça va être avoir plusieurs serveurs web et pouvoir faire en sorte que le trafic soit à peu près équitable entre ces plusieurs serveurs web qui idéalement servent le même contenu. Alors, ça va probablement déborder sur plusieurs lives, je pense, vu le temps que je prends tranquillou déjà. Parce que j'avais pas envie non plus d'aller, de prendre. J'avais malheureusement pas le temps, par exemple. J'aurais pu, par exemple, faire des playbooks Ansible pour gérer l'installation et installer notamment Apache sur les machines en avance de phase. Je me suis dit que ce serait quand même intéressant qu'on voit la mise en place du lab malgré tout. Mais pas trop non plus de voir la mise en place. C'est pour ça que les VM sont déjà installés. Et que là, histoire d'aller plus vite, je fais quand même une petite boucle en bas, histoire de... Voilà, ok. Donc là, on a notre serveur web, nos serveurs web. Donc on peut là, j'ai 19. Je vais essayer pour le principe 18. 17. Et 16. Donc là, si jamais je vous... On va prendre d'ailleurs le 16, tiens. On va prendre le 16. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... non pas sur Homelab Test. Firefox Developer Edition. Donc la bêta, ouais. En tout cas, pour vous montrer des choses sur le... comment dire par rapport au lab, généralement, j'ai une instance de Firefox dédiée. Et c'est effectivement un Firefox Developer Edition. Homelab out. Hop. Tac. ETC et voilà, ce serait déjà un peu plus joli. Qu'est-ce que j'ai? Ah mais non, c'est pas celui-là. Ah si, non, c'est pas celui-là. .d not.ft. Voilà. Alors.
on va aller rerouter le port. La musique ne me dit pas grand chose, je dois avoir la mémoire qui flanche. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est toujours la playlist qui va bien. Alors. Hey, salut The! Comment ça va? Ah, il est mignon le petit emoji chat. Hop. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va utiliser sur cette machine là qui fait qui fait passerelle et qui fait de la redirection de port. Vu qu'on est sur le node 16, on va faire le port 8016 et on va rediriger ça donc sur le port 80. Hey, salut à toi Cool Geek. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien de cette fin de week-end qui est un peu plus ensoleillée que ce matin, en tout cas en Ile-de-France. Il y a quoi de mieux par rapport à une Firefox ESR? Quoi de mieux? Je sais pas si on peut parler de mieux. On peut parler de mieux. Je suis pas sûr. Alors, peut-être que je m'embête pour pas grand chose. Alors, ce que je me suis dit en fait, je me suis posé la question. J'aurais pu faire du routage plus conséquent plutôt que des redirections de port. J'ai préféré rester sur des redirections de port parce que je craignais que en cas de coupure du VPN, le routage pose problème. Mais oui, je pourrais faire sans Cool Geek. Je pourrais faire sans. On pourrait envisager un de ces quatre de faire des tests. Ça pourrait être l'objet d'un prochain live. De se dire, bon, ça va bien 5 minutes les redirections de port. Moi, pour l'instant, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Merci beaucoup pour le follow, Linux98. Merci à toi, c'est très gentil. Donc, là, pour le moment, je fais une petite redirection de port et... Start. Voilà. Donc, normalement, si je reviens me connecter sur... alors, je vais vous demander 2 petites minutes. Hop. Voilà. Bon, tout va bien. Ah, hydrate. Merci beaucoup Idriss pour le fait de boire. C'est important de rester hydraté. J'ai un peu de mal en plus en ce moment à rester hydraté, c'est pas très bien. Surtout que je fais pas mal de courses à pied, donc je le sens un peu. J'en étais où? Oui, je voulais aller vous proposer d'aller. C'est Nginx. Paf, http://, ça va être ça. Et on va aller configurer notre proxy pass. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un autre location. Je vais garder les mêmes paramètres. Je pourrais potentiellement, comment dire, je pourrais probablement faire un truc un peu plus propre, mais je copie-colle comme un sagouin, il n'y a pas de souci. Et comme d'habitude, Chaos qui vient nous raider, cette fois-ci avec 40 personnes. Chaos, merci pour le raid, ça fait super plaisir. Salut à toi, NTC011, bienvenue sur le live. Bonne découverte, je l'espère. Et puis merci aussi pour le follow, c'est très gentil à toi. J'ai cru comprendre que vous faisiez un peu de cybersécu, je crois, aujourd'hui. Vous avez fait probablement une box à hacker chez Chaos, c'est ça? Alors, yep, exact, un petit CTF sur Hack the Box. Grand classique, Hack the Box. Ça fait très longtemps d'ailleurs, moi, que j'ai pas fait de CTF.
Alors, salut Yatoub. Alors, ça configure gentiment un petit Nginx pour faire reverse proxy vers une machine qui est dans mon home lab. Et on va l'appeler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un slash balance ici. Ou alors, non, je vais faire un slash Apache. Tiens, je vais faire un slash Apache. Que de l'autre côté, c'est un Apache. Et donc, on va aller sur le port 8016. J'ai dit 8016, pas 8017. Hop. Et merci beaucoup pour le follow, Emeric MBS. Merci à toi, c'est très très gentil. Alors, donc normalement, si je fais mon truc proprement, hop, restart. Non, pas le networking, Nginx. Hop. Voilà. Tu veux que ça redirige de... Ouais, ah bah oui, effectivement, tu as bien vu la bêtise. Tu as bien vu la bêtise, merci à toi. Donc effectivement, si je fais ça, ça va rediriger vers... c'est ça. Il faut que je rajoute un slash en fin de proxy pass. Hop. Et après le Apache. On va faire ça tout de suite. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut revenir sur le Firefox. Bon, on verra hein, si ça passe pas, on modifiera la conf, c'est pas dramatique. À partir de là, je dois pouvoir faire un petit https://scw/other.anotherhomepage.org/apache. Et je me retrouve avec information non contractuelle. Écoute, pour le moment, ton information non contractuelle fonctionne. Donc, merci à toi, merci. Voilà, donc on a un Nginx sur une Alpine Linux qui renvoie vers un Apache sur une Fedora. Tout va bien. Tout va bien. Donc on est tranquille. Ça, c'est le truc de base. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si jamais je me remets sur... elle est où? Je t'en ai fait quoi de ma VM? Non, pas 19, 16. Hop là. Et une idée de quel soft tu comptes utiliser en LB? Eh bien, justement, c'est bien que tu aies mis un petit S entre parenthèses. C'est très bien. Pour le moment, si jamais je vous fais un sudo systemctl stop de HTTPD avec un seul D, hop, et que je reviens ici et que je refresh, on a un 502 bad gateway, mauvaise passerelle, vilaine passerelle. Hop. Ça, c'est un peu ennuyeux. Est-ce que j'ai un serveur Discord pour ma communauté? Alors, NTC, oui, il y en a un. Pour aller découvrir d'ailleurs le Discord ainsi que tous mes autres réseaux sociaux, et bien, comme vient de le faire Xavier G, il suffisait de faire !socials. Vous avez donc l'adresse juste là de ma page perso qui vous permet de retrouver tous les liens, notamment le Discord, le Mastodon, le Blue Sky, le X, la totale. Donc là, on vient de voir que si notre serveur web tombe, on est un peu embêté. Fut un temps, j'utilisais CoroSync Pacemaker pour faire du LB Tiris. Ça marche aussi. Alors pour le moment, on va faire un truc vraiment bateau. Et ce truc vraiment bateau, je vais commencer déjà par... J'ai peur que si je quitte comme ça le bignou, on va voir. Alors, le truc vraiment bateau, et je vais aller chercher la doc en même temps que vous parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est que figurez-vous que
Apache sait faire de la répartition de charge. Figurez-vous qu'Apache sait faire. Mais avant d'aller... comment dire? Ouais, si, on va le faire direct. Allez, on va le faire direct. C'est juste que j'ai un trou de mémoire, donc ce que je vais faire... Alors déjà, ça, c'est revenu. Cool. Ce qu'on va faire, c'est que... figurez-vous que si vous allez sur httpd.apache.org, on a un truc assez sympa, c'est-à-dire qu'on a de la documentation. Et ça, c'est génial. Mais je la voudrais en anglais. Hop, voilà. Et si je fais load balancing, normalement, on devrait avoir des choses assez intéressantes. Voilà, mode proxy balance. Donc, yep, Apache sait faire, on a ça sur un Apache 2.2 au taf. 2.2, va peut-être temps de le mettre à jour, hein, que Cool Geek. Apache 2.2, de mémoire, je peux me gourer, hein, mais RHEL 6 et donc la CentOS 6, c'était un Apache 2.2.15 si je ne m'abuse. Tu me diras en privé si je chauffe. Ça pourrait être une raison pour laquelle tu as un Apache 2.2 encore en prod. Enfin en prod, ou en tout cas sur cet environnement. Mais tu n'es pas obligé de me répondre en public. Donc... non mais c'est juste qu'il y a des bêtises comme ça qui restent en mémoire. Et j'ai fait du EL6 pendant un petit moment. Tu en as déjà trop dit. Ok. C'est que j'ai fait du EL6 pendant un moment et de fait les versions, on me les réclamait tout le temps et j'avais fini par les connaître par cœur à force. C'est pareil, la version de PHP de base dans RHEL6, c'est 5.3.3. C'était un noyau de 6.18. C'était encore du GNOME 2 pour la version bureautique. Et puis aussi, ça vient du fait que j'écrivais les dépêches LinuxFR sur RHEL6. Donc à force, les versions, je les avais... voilà. Je m'étais un peu plongé dans les documentations, c'est resté en mémoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon... normalement, le support de Red Hat, le support classique, s'est arrêté en 2020 pour RHEL6, si j'ai bonne mémoire. Donc, on parle quand même d'un truc qui est quand même aujourd'hui en fin de vie. Bah après, qu'est-ce qu'ils vont... Enfin, je pense que tu as une capacité de mémoire qui est quand même plutôt pas mal. À mon avis, c'est pas dramatique de pas retenir les numéros de version. Et il y a peut-être des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus utiles que tu as pu retenir et moi pas. Donc bon, c'est pas... je suis pas... Enfin voilà. Il y a des fois... j'aimerais mémoriser d'autres choses que ça. Yatoub qui nous dit ah oui, mode proxy balancer, j'ai utilisé ça une fois au taf pour passer un contournement sur une brique d'authentification non prévue. Oula. Oui, style, comment config un RP Nginx tout à l'heure. Exactement, tu vois, exactement. Ça, je pense que c'est un peu plus pratique de se rappeler des configs Nginx. Donc, figurez-vous qu'Apache sait faire pas mal de choses. Justement, Apache sait faire reverse proxy. Apache sait faire proxy aussi. Vous pouvez, si ça vous amuse, utiliser Apache comme proxy à la place de Squid. C'est parfaitement possible. Pour l'anecdote, je sais pas si c'est encore possible, si c'est encore le cas. Mais il y a très longtemps de ça, j'avais été farfouillé sur un macOS dans une version 10. Quelque chose. Et figurez-vous que je me suis rendu compte dans les configs déjà présentes sur ce macOS qu'en fait, Apple utilise Apache comme proxy
pour notamment le contrôle parental. Apache à la place de Squid, ça s'appelle du Mazochi. Non, je vous rassure, on va pas faire ça. Je suis très content du Squid qu'on a mis en place dans le cadre du Home Lab. Je pense que c'est un peu plus adapté qu'Apache. Mais voilà, sachez que c'est possible. Et effectivement, ça c'est arrivé. Notamment, bah, c'est justement intéressant parce que, voilà, pas mal de gens probables ont sans doute mis un Apache devant un Tomcat et ont utilisé soit le mode proxy HTTP, soit le mode proxy AJP. Ou alors je crois qu'il y avait un... Il n'y avait pas un truc avant le mode proxy AJP justement à cause du protocole AJP. Je crois qu'il y avait un autre module qui était utilisé à la place. Mais c'est un classique. Quand on met un Apache devant un Tomcat, effectivement, on met Apache en position de reverse proxy. Ce qui veut dire que si on utilisait le protocole HTTP pour proxifier devant un Tomcat, ce qui est parfaitement possible, on pourrait envisager de mettre autre chose qu'un Apache. On pourrait mettre un Nginx. Mais généralement, les gens ne vont pas changer de crèmerie et vont rester dans le monde Apache. Alors, est-ce que par hasard, j'ai un mode proxy balancer qui serait déjà installé si jamais je vais faire un sudo Apache CTL moins grand thème. Non, c'est pas le grand thème. J'ai un doute. Oh, la mémoire me... Sérieux? Y a pas d'aide sur Apache CTL? Syntaxe ok, donc le moins T ok. Ouais, alors si on a la page de manuel, c'est pas mal. Alors je vais faire un truc, je vais tricher. Alors, c'était le TP numéro 6, je crois. Hop, Apache CTL. Donc il y a start, stop, restart, ça je m'en rappelle. Et donc ça va être dans celui d'après. Ça va être le mode PHP pour les modules. Non, bah Apache CTL moins grand M. C'est bien ça. Je dis pas de bêtises. C'était Apache CTL moins grand M. L'option moins M n'est pas supportée. Alors je... Attendez, déjà je vais... Hop. Apache CTL est différent selon les distribs. Effectivement, mais je pensais pas que... Je pensais pas à ce point-là. Mais on va s'y prendre autrement. Dans ce cas-là. Et s'y prendre autrement, c'est... On va faire un petit rpm-qa grep http. À mon avis, je dois avoir ça dans le... Allez, on va essayer httpd. Core et httpd. Tac, tac, tac. Core. Là, j'ai peut-être... Non, ça va être file system. Ah non, c'est dans les modules. Voilà. Hop, allez. USR 864 HTTP module. Hop, on va là-dedans. Il me semble que sur la famille RHEL, c'est réduit à stop, start, restart. Bah, visiblement, ça a l'air d'être ça, effectivement. Sur Debian, il y a plus d'options. Effectivement, on dirait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le module mode proxy balancer est présent. Remarque, on peut faire un petit truc, Reach Apache CTL. Start, stop, restart, status, graceful, config test, moins grand V. Ah, effectivement, c'est réduit au minimum. C'est vraiment réduit au minimum.
Ah, là, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Ok. Bon. Mais j'ai pas les modules chargés. Un peu dommage, j'espérais les avoir. Donc, moi à la base, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que on a bien un Apache, on a donc nos modes proxy, un AJP, Balancer, Connect, Express, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà. Et un autre truc que je voudrais vérifier, mais je pense qu'on va aller directement dans la config. Alors ça va être worker, je pense. Normalement, on devrait être en npm event, hein, si je dis pas de bêtises. Effectivement, donc on est bien en module, event pour les workers. Si parmi vous il y a des habitués de mode PHP, vous savez que généralement avec mode PHP on est en pré-fork. On avait le worker threadé, le npm worker, et que là on a une version avec toujours avec du thread, mais plus efficace, semble-t-il. Ce qui m'intéresse maintenant, ça va être de configurer ça. Alors, avant, ce que je voudrais, c'est... Donc le module Proxy Balancer est déjà actif. Voilà. Donc on n'a pas besoin de rajouter le load module, ça c'est cool. Et on va aller dans conf.d. Et ce que je voudrais faire, c'est aller bidouiller la page welcome. Ou pas, tiens, on va peut-être en utiliser une autre, ça peut être mieux. Ce sera peut-être mieux pour éviter ce genre de bêtises là, les modifications en cas d'upgrade. Tiens, il y a un alias .noindex.html. Ça montre quoi ça? Ouais. Ah bah ça revient sur... ok. Très bien. Alors... eh ben, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire... Tac, 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 directory, location... Ouais, non. Et le user dir, à mon avis, c'est les... Ouais. Et l'auto-index, de toute façon, c'est... ouais, c'est ça. Ok. On va pas s'embêter la vie. Welcome. Et on va l'appeler balancer.conf. Et... ça, on s'en fiche. Ça dégage. Ce qu'on va peut-être se faire... Est-ce qu'on se ferait pas un alias? On va voir. Hop, on va voir ça. Alors, déjà d'une. Ah bah c'est parfait. On a un exemple d'utilisation formidable. Donc on va pouvoir copier-coller de façon, je vais pas dire bête et méchante, mais presque. Alors,
déjà ça. Et au lieu de slash test, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de slash test? Oh, on va laisser... Non, on va faire LB en fait. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ou juste slash ou slash balanced. On va voir. Je vais mettre slash LB pour l'instant. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre ces IP là, puisque c'est pas les bonnes. Là, on est sur le 16. Donc, on va mettre le 17. Hop là. On va mettre le 18. L'affaire. On va mettre le 19. Du coup, si je fais un système CTL, restart. Remarque si je peux faire un Apache CTL -T qui me dit syntaxe OK. A priori, on est bon. Donc maintenant, si je reviens sur lui, donc déjà la page de base, elle fonctionne. Et si je fais un slash LB, service unavailable. OK. Voilà, log httpd error log. Failed to make connection to backend. Ah. Toi tu fonctionnes. Toi tu fonctionnes. Toi tu fonctionnes. Est-ce que j'ai curl là-dessus? Ouais, j'ai curl. 10.99.99.17. Ça c'est bon. 18 c'est bon. Et 19 c'est bon aussi. Client 10.99.99.4. Ah non, t'es 16. Permission denied dans le log error SE Linux. Ah, bien vu. Bien vu. Alors, on peut vérifier ça. Grep denied dans var log audit. Et effectivement, on a un petit truc comme ça. Alors, j'ai audit why ou pas? Non. DNF search, c'est audit to j'ai un trou de mémoire. C'est pas audit to module. Ah, j'ai un trou de mémoire. Au moins, il y avait un cockpit pour voir les erreurs SE Linux plus facilement. Non, mais les erreurs SE Linux, on les a, elles sont là. Hein. Donc ça, je les ai vues. Ça, je les vois. C'est juste que j'ai un trou de mémoire. Je vais regarder ça sur une autre machine. Je sais que j'ai déjà eu des soucis comme ça sur d'autres machines. Alors, effectivement, c'est bien audit to why, donc ça doit être... Allez, what provides, on va faire un what provides. Hop. Alors non, Yatoub, non, justement. Ça, c'est la voie, c'est la voie entre guillemets de la facilité. Et peut m'arriver de l'emprunter, mais pas dans le cadre de SE Linux.
Et de toute façon, les Debianeux, vous rigolez pas, mais vous avez les mêmes embrouilles avec Apartmore. Mais en fait, Cool Geek, je me fais pas d'illusions. Enfin, j'ai vu le denied là dans les logs. Donc oui, c'est ce Linux qui bloque. C'est... Enfin... pour le coup, j'ai envie de dire, pour moi, c'est clairement écrit dans le log, dans audit.log. J'aimerais juste que... alors, entre-temps, j'ai pu regarder... Hop, donc, hop là. DNF-Y, install, hop là. Et c'est celui-ci qu'on va installer. Ok, donc maintenant qu'il est installé, c'est audit Toileau. On peut faire un grep denied, hop, de ça. Donc là, on voit bien qu'on a les erreurs SE Linux. J'ai jamais aimé SE Linux. C'est chacun son truc. Et on va faire audit ou allo. Et faut juste que je retrouve. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le module. Alors là, bon, c'est de l'anti-sèche, de le chez anti-sèche. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous montrer pour le principe déjà le audit to why. Hop. Qui donc dit au fait, il y a ça. Ça a été causé parce que justement, il y a un booléen qui passe pas. Bah, du coup, ça va m'éviter un module. Hop. Donc, on a juste à faire ça. Pour autoriser Apache au niveau SE Linux. Tac. Et là, normalement, on s'y reprend bien. Ça va déjà un peu mieux. Ouais! Alors là, vous allez me dire quelle est la différence entre ça et ça. Parce que là, du coup, vous la voyez pas vraiment, la différence. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à aller regarder dans les logs. P-F var log httpd access log. Et effectivement, alors oui, on se prend des 403, mais ça, je crois que c'est parce que on n'a pas de, c'est parce qu'il n'y a pas de, c'est justement parce qu'il n'y a pas de page index.html. Et vous remarquerez que pour le moment, on se prend, tiens, il y a quelqu'un qui allait regarder depuis Internet. Effectivement, on va faire ça. On va changer la homepage pour inclure le nom de la machine. On va le faire. Mais déjà, si je fais ça, donc déjà il me fait bien LB, et puis de toute façon il m'envoie le 400. Donc, on va aller se connecter sur les autres nodes. Le SCW Other, on n'en a plus besoin. Hey, merci beaucoup pour le follow, Gandalf. Merci à toi. Et bienvenue sur la chaîne si tu ne regardais pas déjà avant. On a dit HomeLab, hop, node 17. var w html index.html. Tac. J'aurais pu faire un truc à base de boucle fort comme tout à l'heure d'ailleurs. Enfin bon, il y a 3 machines. J'aurais pu faire probablement aussi un echo hostname, un truc dans le genre.
Mais d'ailleurs, je fais 2 pipes et personne me le dit. Je fais 2 pipes et personne me le dit. Ah là 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 là. Voilà. Donc là, en toute logique, si je reviens sur le Firefox... 18, 19, voilà. C'est du pipe en load balancing. Bien. Hop. Donc là, on est bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Hop. Voilà, maintenant j'ai des 200 OK. C'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, pour le moment, on a notre load balancer. C'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la Home Lab Test. Et ce que je voudrais faire aussi avant... je voudrais... Alors, c'est pas que je veux faire pour l'instant du session, des trucs comme ça. C'est ça que je voulais faire. Voilà, mode status. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ça. Et sauf que je ne vais pas mettre de require. Comme ça, vous pourrez en profiter aussi. En tout cas, je l'espère. Hein? Hop, Balancer Manager. Alors, si je reviens ici... Balancer Manager. Ouais, ça marche. Donc là, si vous voulez, il est probable que je fasse Balancer-Manager. Ok, ça fonctionne. Et donc là, alors bien entendu, que les choses soient très claires. C'est un lab. C'est un lab qui a une durée de vie finie. C'est-à-dire que pendant ce stream, le truc est disponible, mais après les streams, je le coupe. Il peut m'arriver, ça m'arrive régulièrement, par exemple, un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire et que je fais parce que on est sur un lab et que c'est pas des trucs à mettre en production, c'est que bien souvent, quand il y a des mots de passe à configurer, je mets password. D'accord? Là, on est dans un cas de figure qui est assez similaire. C'est-à-dire que le Balancer Manager, on ne l'affiche pas en prod. D'accord? Si jamais vous avez besoin, pour une raison X ou Y, d'afficher ce Balancer Manager, il doit y avoir un filtrage JP. Et ce filtrage, un filtrage JP ou un filtrage autre, mais un filtrage quand même, puis vous ne mettez pas juste / Balancer Manager, vous le faites de façon un peu plus, on va dire, un peu plus cachée. Et surtout, vous mettez en place un filtrage, que ce soit de l'IP, du mot de passe, les deux. Faut passer, je sais pas moi, par un VPN où seules certaines machines sont autorisées à le consulter. Ne mettez pas ça accessible aux 4 vents, parce que dans le cas où par exemple des gens vont vouloir faire en sorte que le site ne soit plus accessible, avoir les informations du répartiteur de charge qui dit hey, au fait mes back-ends sont ok, ils ont telle santé, je les ai pas encore épuisés, c'est une information qui peut être utile, en particulier dans le cas des attaques de déni de service. Donc, et puis en plus, là ça annonce clairement, vous voyez, hein, serveur version, on a la version avec l'OS, c'est le genre de choses, c'est des informations. Alors certes, la sécurité par l'obscurantisme, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est pas non plus une raison pour aller donner toutes les billes à un éventuel acteur malveillant. Salut à toi, Teroprera, j'espère que ça va bien, j'espère que tu as passé un bon week-end.
Effectivement, il y a tout pour ne pas modifier la page, mais on va pas forcément faire des trucs aussi complexes dans l'immédiat. L'idée c'est juste d'avancer étape par étape. Et je sais que j'ai envie d'installer d'autres load balancers, mais je me suis dit tiens ce serait pas mal de commencer avec Apache, juste pour se mettre en jambe, on va dire. Un truc que j'aimerais tester maintenant, c'est si jamais... Merci beaucoup pour le follow, je ne comprends pas 12. Merci à toi, c'est très gentil. J'espère que tu comprends un peu quand même ce que je fais. Et si jamais tu ne comprends pas, n'hésite pas à poser des questions, je suis là pour ça. Un truc que j'ai envie de faire, c'est... alors... Je me suis connecté sur une machine qui s'appelle HomeLab Test. Et il y a quelques petits logiciels que je voudrais installer. On va installer... on va essayer de chercher déjà, est-ce que on a un AB qui est dispo? Ouais, d'accord, ok, ça. Ouais, il va peut-être falloir... alors, peut-être avant ça, on va plutôt aller chercher siège. Il n'a pas siège? Ok, il l'a pas. Bon. Quel est l'algorithme utilisé pour la distribution des charges? Alors, dans ce cas de figure, pour l'instant, on fait du round robin. Je crois que par défaut, c'est ça. Hein. Là, on est juste en mode round robin, je pense. Parce que là, il utilise des trucs un peu spéciaux. Mais normalement, par défaut, on va être en round robin. Je crois qu'on peut aussi mettre des poids. Mais globalement, généralement... Ok, balanceur member. Balance persiste. Non. Bon. Tiens, il y a 4 algorithmes, effectivement. Ils se basent respectivement sur le comptage des requêtes, LB method by request, la mesure de l'intensité du trafic, LB method by traffic. C'est bizarre, je pensais avoir voulu... J'avais pas voulu prendre la doc en anglais là-bas. Bon, ok. Le comptage des requêtes en attente et la mesure de l'activité du serveur. Ils sont contrôlés par la valeur de LB method dans la définition du répartiteur. Voir la directive ProxyPass pour plus de détails. Et en particulier la configuration du répartiteur et de ses membres. Il y en a des informations, dis donc. Alors, LB method by request. Max attempt, nombre maximum d'échecs avant abandon. Donc ça, on peut le paramétrer. Sticky session. Timeout. Donc effectivement, je pensais que c'était juste du by request. Et donc, on avait dit quoi que le by request... Donc c'est pas du round robin de fait. Oh, il y a vraiment tout le calcul, dis donc. Hop. Donc voilà, c'est pas du round robin. Ok. Donc je te disais une bêtise. En attendant,
ce que je voulais faire, c'est que si siège n'est pas installé là-dessus, un peu dommage. Alors, on a un Apache, mais je me demande si ce serait pas Apache 2 Utils. Je vais essayer d'installer celui-ci. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que AB? AB, ça veut dire Apache Bench. Siège, c'est... Alors, justement, siège, bah tiens, je vais peut-être même vous filer le... S'il arrive à afficher... Hop. Voilà. C'est un outil de test de charge HTTP et de fait de benchmark, au même titre que Apache Bench. Donc en gros l'idée c'est que bah, tu peux comme ça tester on va dire tu peux faire des tests de charge sur un serveur web avec différents paramètres. Alors ça reste des outils assez basiques par rapport à d'autres. Je pense en particulier à JMeter qui vient aussi de chez Apache et à un autre logiciel open source qui s'appelle Gatling par exemple. Et en fait, autant des outils comme JMeter et Gatling permettent d'avoir des scénarios assez complexes, autant Siege et Apache Bench permettent d'avoir des scénarios simples, mais qui sont quand même... Tu utilises plus... Alors, tu utilises plus le plus ou tu n'utilises pas JMeter et Gatling? Alors pour le coup, JMeter et Gatling, moi c'est le truc auquel j'ai pas vraiment touché, que je connais de nom, mais sans plus. Et toutes mes excuses si jamais il y a des gens, des équipes de chez Gatling qui regardent cette vidéo. Ils m'ont filé des t-shirts lors de certaines instances précédentes de l'Open Source Experience ou Paris Open Source Summit, je sais plus comment on appelle. T-shirt que j'ai toujours, mais malheureusement j'ai jamais eu le temps d'essayer le logiciel plus que ça. Donc Siege, moi j'aime bien Siege d'habitude, mais a priori il n'est pas dispo sur la petite Alpine que j'ai. Donc on va se rabattre sur Apache Bench. Et ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on peut faire, genre on fait n requêtes, on les fait avec une certaine concurrence, donc le nombre de requêtes en même temps. Et puis on a des paramètres de limite de temps, de timeout, ce genre de choses là. Donc si jamais je fais un AB moins n par exemple 10 à concurrence de 1, et on va aller faire ça sur http 10.99.99.17 juste pour le principe. Et j'ai dû me gourer quelque part. Hostname de .port ab option. Voilà, ok. Et si je fais juste slash, ouais. Donc en fait, le slash est obligatoire. Voilà, le slash final est obligatoire. Et donc ce qui est intéressant, hop, je vais le refaire, c'est que là vous voyez, il lance un benchmark et il me dit, voilà, je trouve le logiciel, quel chemin, ce genre de choses. Et on a pourcentage de requêtes. Voilà. Maintenant, si je me mets à aller un peu plus fort. Je dis un peu plus fort, mais j'ai pas forcément dit que c'était énorme non plus. Donc là, on y est allé à 10 requêtes instantanées, enfin en même temps, jusqu'à 100 requêtes. Donc ça allait assez vite. Et on peut voir que par exemple, les requêtes les plus longues ont mis 37 millisecondes à arriver. Donc ça peut être intéressant. Parce qu'on peut mettre aussi un seuil au-delà duquel on considère que ça part en timeout.
Si par exemple le serveur web met 2 secondes à ramener certaines pages, on peut peut-être considérer que au bout d'une seconde, c'est déjà trop. Donc on peut dire à Apache Bench de faire ce genre de distinction là. Et puis en plus, vous voyez, on a un time, on a une moyenne, genre du temps par requête. Donc a priori, alors il y a deux moyennes. Il y en a une qui est une moyenne et une autre c'est across all concurrent requests. Ok. Et on a aussi un transfer rate. Alors attention, parce que avec Apache Bench, c'est pour ça que je vous le montre d'abord là. Je pense que si jamais je le mets maintenant sur /16, là ça va passer, c'est pas un problème, parce qu'on tape juste sur Apache. Maintenant, si je fais un /lb/, ah non, ça passe. Si je fais 20 et puis on va mettre, je sais pas moi, 500. Ça passe aussi. Alors, j'ai ma mémoire flanche peut-être. Ma mémoire flanche beaucoup. Mais je crois me rappeler que quand il y a des pages qui sont trop différentes et que ça arrive très souvent, je sais plus si c'est Apache Bench ou Siège qui dit il y a un souci, moi j'arrête le benchmark tout de suite. À moi qui considère, mais non, il a réussi à. Et un truc que je voudrais tester. Un truc que je voudrais tester tant qu'on est là. Alors mes pages sont similaires, oui et non. C'est qu'il y a le hostname et t'as une différence dans le nom. Puisque t'as le numéro de la machine. Et là, le /lb, si je fais un cœur là, hop. Voilà, 18, 19, 17. Bah je sais pas si c'est identique, je sais plus. Je suis assez surpris que ça marche, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait, que j'ai pas eu le problème. Par contre, mode proxy n'a pas d'intelligence pour sortir un nœud du cluster, par exemple. Si. Mode proxy balancer, là, je crois. Enfin, plutôt mode proxy, puisque tu as... Tiens, on va même le tester. Je vais en couper un, parce que là, tu vois, ils sont OK. On va aller couper le 17, tiens. Alors, il le fait, il faut peut-être qu'on balance des requêtes. Donc on va aller retourner là, on va se faire un petit Apache Bench. Tac. Voilà. Là il m'a fait un init R. Donc là il l'a mis en erreur et puis tu vois que en termes de Salut à toi Adrien. Alors, je me rends compte que j'avais oublié de faire un petit shootout à l'ami Chaos Farboti. Enfin, je pense à en faire un plus tard. Mais du coup, on va faire tout de suite le shootout pour l'ami Adrien de Linuxtrix, qui nous rejoint tous les dimanches. Et à qui on va faire un coucou généralement en fin de live. Balancer changes will not be faster when we start. Okay. Tu rentres à l'instant, tu dois stream dans 4 minutes. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais on peut effectivement... Et t'as pas mangé? Bah, commence déjà par manger. C'est important. On peut essayer d'aller faire jouer. Alors effectivement, on a les trucs de timeout. Manger, c'est tricher. On a des trucs de timeout. On a des clippings pour aller tester la connexion, effectivement. Ah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On peut utiliser donc une clé qui s'appelle ping.
dans notre proxy. Donc c'est dans le proxy pass a priori. Hein. Ah non, directive balancer member. Donc ça veut dire que si je reviens ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un ping. Et je peux lui dire ping. Je sais pas s'ils ont des exemples. Ouais, ce serait ping égale, donc ce serait ping égale 5 millisecondes par exemple. On va essayer ça, c'est peut-être un peu hardcore, on va voir ça. Ah, on va revenir sur notre conf. Tac. Donc pour l'instant, init OK. Ah bah non. Bah non, ça passe pas. C'est pas drôle. Hein. Alors, si je reviens ici. Tac. Donc là, normalement, bah forcément, il est passé en error. On t'a traité d'Hurluberlu quand t'as fait du proxy reverse avec Apache. Bah, c'est peut-être aussi parce qu'effectivement, c'est pas le reverse proxy le plus populaire, hein, on va pas se mentir. On va peut-être le rallumer, le Note 17. Hop. Ah oui, très clairement, la mouvance est plutôt du côté Nginx et HAProxy. Clairement. Ça et ça, peu m'importe. Moi, ce que je voulais voir, c'était cette histoire de ping. Il va tester la connexion, ok, avant de transmettre la requête. Ah, c'est au moment de transmettre la requête qu'il vérifie la connexion, ok. Moi, je pensais que le ping, il faisait régulièrement des... Il y a peut-être des trucs. Alors, il fait des retries. Timeout, délai d'attente. LB7, donc ça c'est un groupe. Keep Alive, ah c'est ça. Ah non. D'accord, ça c'est pour les connexions persistantes. Tu as déjà un Apache qui est sur ton IP public à la maison, donc pour faire du reverse proxy pour atteindre ton Proxmox, ça marche nickel. Oui, effectivement. Perso, j'aurais mis un Nginx, mais après, chacun son truc. C'est ça qui est beau aussi dans l'open source. C'est. Alors, personnellement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Enfin, très longtemps. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu de Traffic. Et la seule fois où j'en avais vu. Bon. J'ai pas. Enfin. Je considère pas mon expérience significative. Enable reuse à on. Oh, ça c'est possible. Connection timeout, acquire. Nombre minimum d'entrées dans le pool. Nombre maximum de connexions autorisées. Non. Non, donc il n'y a pas de ping régulier en fait. Alors CoolVic, Traffic, moi je l'aurais plus vu, pas forcément pour du cube, mais pour du volt. Pour du HashiCorp Volt. Mais oui, effectivement, Adrien, oui, Apache fait du job. Salut ChronoJohn. Bah oui, effectivement, Apache, ça fonctionne. Ça marche très bien. Surtout de... Enfin, j'ai envie de dire, le cas d'usage classique, effectivement, de Apache en mode proxy, c'était de vendre des Tomcat. C'est clairement le cas d'usage que tu vas retrouver le plus souvent. Ok, donc j'ai pas d'option. J'ai pas d'option de où il va régulièrement tester le serveur quand bien même il n'y aurait pas de trafic. Il faut qu'il y ait du trafic pour qu'il...
Ok. Et ben au moins comme ça on a pu le voir. Ce que j'aurais aimé faire aussi, puisqu'on est là, puisqu'on est sur un des... d'aller dans le conf module.d. Base.conf, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah non, ça c'est les lots de modules. Mais est-ce que dans le 00 mpm il n'y aurait pas des informations qui m'aideraient? Je suis en train de chercher. C'est vrai que c'est un peu éclaté partout. Je cherche les options qui permettent de limiter le nombre de... vous savez, les trucs qui permettent de limiter genre le nombre de workers, ce genre de choses là, mais avec le npm event, je pense que c'est peut-être plus forcément très... Tac, tac, tac. Ah, voilà. Est-ce qu'on a un max request worker? Allons-y. Quelque part. Binary file matches. Ouais, ok. Mieux vaut un Apache fonctionnel qu'un Nginx où tu ne comprends rien avec les options par défaut du tuto de Mémé. Je comprends tout à fait, oui, bah c'est sûr que si tu maîtrises Apache, oui, tu te sers d'Apache, c'est sûr. Pas le café quand même. Alors, Yatou, pour l'anecdote, Yatou, à chaque fois que c'est l'histoire de faire le café, que je vois les gens qui disent ah ça fait pas le café, ou alors le truc est tellement génial que ça fait tout, même le café. Quand j'étais étudiant, quand il faut dire que c'est une théière. Alors, cool geek, je sais pas si tout le monde a la ref, moi je l'ai, c'est très drôle, mais je vais d'abord terminer mon anecdote. Quand j'étais étudiant, il se trouve qu'il y avait dans un, on va dire dans un laboratoire où je mettais régulièrement les pieds, il y avait une cafetière. Et alors que, anecdote dans l'anecdote, je ne bois pas de café. J'aime pas ça. Donc il y avait cette cafetière qui servait à rien. Honnêtement, elle était là, enfin personne s'en servait. Et sur cette cafetière, il y avait une petite carte électronique qui était littéralement posée, collée dessus. Il y avait quelques fils qui sortaient, il y avait des trucs un peu, c'était un peu bizarre. Et en fait, un jour je demande mais c'est quoi cette histoire de, c'est quoi cette cafetière? Alors pour l'anecdote, on est quand même, enfin, que les choses soient très claires, histoire de resituer, on est aux alentours de 2005, ok. Je crois que j'ai fini mes études en 2005. Donc c'est, on va dire, entre 2002 et 2005. Et donc il y a cette cafetière et au bout d'un moment, je demande mais c'est quoi cette cafetière? Comment ça se fait qu'elle a des composants qui sont comme ça, plus ou moins démontés, à moitié démontés, des trucs comme ça. Et on m'explique qu'il y avait eu un projet étudiant il y a quelques années, par rapport à là où au moment où je posais la question, donc ça fait maintenant encore plus longtemps, il y avait un projet étudiant qui avait pour but de, entre guillemets, de mettre la cafetière sur un réseau local pour pouvoir indiquer quand est-ce que le café était prêt. Et de mémoire, je crois que j'avais même lu le rapport de projet, parce que forcément il y avait eu un mémoire de projet. Alors vous imaginez que il y a longtemps, un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, non, effectivement. Et alors forcément, les composants électroniques de l'époque étaient pas aussi puissants que les Raspberry Pi et autres. Mince, c'est quoi les autres trucs c'est quoi l'autre carte embarquée là qu'on manipule en Python Ah, c'était peut-être un ESP, effectivement. Ouais, c'est ça, les Arduino Cool Geek.
C'est peut-être un ESP hein, sur la cafetière, mais à chaque fois que voilà, chaque fois que j'entends parler de trucs qui font le café, figurez-vous que j'ai en tête cette cafetière qui je crois était jaune en plus, mais vraiment la cafetière de base, vous savez, vraiment la cafetière de base que vous pouvez trouver, j'ai envie de dire chez vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Hein. Je parle pas d'un truc un peu moderne, hein, c'est vraiment le truc de base avec comment dire comment dire ouais, le cliché de la cafetière quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec le monde des objets connectés, enfin honnêtement, une cafetière qui est accessible depuis Internet, oui, j'ai envie de dire, je pense que ça existe. Maintenant, ça existe. Mais à l'époque, c'était déjà le statut de la cafetière qui était disponible sur le réseau local. Je trouvais ça assez grandiose. Bref, toujours est-il que moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est limiter en fait le nombre de workers sur... Ah, il y a un serveur limite. C'est pas mal ça. Ça me plaît. Et il n'y a rien du tout. Quand même dingue ça. Attends, je suis... j'ai bien acheté des points. Non mais c'est ça, voilà, une cafetière filtre. Ouais, mais aujourd'hui, la puissance des appareils fait que, et puis les senseurs sont disponibles assez facilement. À l'époque, c'était un petit peu plus sportif, je crois. C'est dingue, il n'y a pas de config. Parce que là, si je vais sur... si je reviens sur mon Homelab test et que je tente de charger le slash 17, ok, il passe. Et si jamais je décide de faire genre 5000 et d'y aller à grand coup de 100 par 100, là déjà c'est un petit peu plus... Vous voyez, il a mis 374 millisecondes, non? Ok. Non, à la limite... Time limit. Bon alors, tu charges. Hop, voilà. L'autre de 16 sur une machine à 1 CPU. Ah, 32 quand même. 47. Oh punaise, le pauvre. Le pauvre Apache. Là, je suis en train un peu de lui faire beaucoup de mal. Ok. Là, je lui ai fait très mal. Mais il n'empêche que la requête la plus longue, 1 seconde 260. Ok. Si maintenant je refais la même. Hop. 16/lb/. Je pense que ça risque de faire un peu mal aussi. On va revenir sur le balanceur manager. Tout est en init ok. D'accord. Et c'est parti. Alors déjà sur lui là. Bon, il a quand même encore une load assez folle, mais la pauvre VM en panique totale, ouais, il y a un peu de ça. Et la page web répond encore pas mal, hein. Ça y va, hein.
Il est descendu, l'autre de 27. L'autre de 25. Ça se trouve, là, il a fini le... Voilà, il a fini le... Est-ce que j'ai moyen... En même temps, la page est vide ou presque, je suis assez d'accord. Si je lui mets 120 secondes... Mais un WordPress derrière. Ouais, là, ça va être notre histoire avec un WordPress derrière. C'est pas Xavier qui voulait que je mette un WordPress de base sur Internet pour voir à quelle vitesse il se ferait poncer ou spammer. Ça traîne toujours dans un coin de ma tête. Hein. Faire un honeypot. J'avais fait un honeypot SSH à une époque. Mais en cours de semaine, la machine avait plus l'espace disque. J'avais été assez radin sur l'espace disque. Mais ça pourrait être une idée de mettre en place quelques honeypots, un de ces quatre, et puis de revenir relever les avec des plugins pas à jour. Alors Xavier, je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, mais il y a récemment un plugin pour WordPress qui s'appelle WP Automatique. Qui a une vulnérabilité assez élevée. Et la vulnérabilité permet de prendre le contrôle du WordPress. Donc si jamais certains d'entre vous ont un WordPress, allez vérifier vos plugins. Et même si vous n'avez pas WP automatique, mettez vos plugins et mettez votre WordPress à jour. Parce que c'est quand même... Genre, je crois que la sévérité est à 9,8 ou 9,9 hein, sur 10. Donc c'est du... ça veut dire en gros, c'est que les gens n'ont même pas besoin de s'authentifier auprès du WordPress. Ils exploitent la vulnérabilité, ils arrivent à rentrer dans l'admin et ils peuvent prendre le contrôle du site. J'aurais aimé pouvoir faire... Je suis un peu embêté parce que j'ai pas utilisé la page depuis un petit moment. Serveur limite. Non, franchement, il n'y a rien en... J'avais cherché grep serveur limite, hein, c'est ça? Ouais. Listen, les include. Include optional. Conf.d étoile.conf. Ok. Donc a priori, je pourrais peut-être mettre un serveur limite quelque part. Event worker prefork. Ok. Donc si je mets un serveur limite à 10, normalement, ça devrait passer. Serveur limite, je mets 10. Tac. Et si jamais je reviens sur mon... Et que si par exemple je lui demande pendant 30 secondes de taper à une concurrence de 5... Je vais dans l'error log. Parce que dans mon avis, c'est dans l'error log qu'on va commencer à avoir des choses. Donc là, à 5, c'est pas mal. Je vais à 9. Un WordPress de base mal configuré a une espérance de vie de quelques heures max sur Internet. Oui, bah comme un SSH, enfin, quoique, un SSH avec des mots de passe par défaut. Je crois que j'en avais laissé un traîner à une époque. Alors, pas sur un port standard par contre.
Et, il a mis quelques semaines à se faire poncer. Donc ça, 9, normalement, on est bon. Je vais à 10, pile poil. Donc là, je vais atteindre le serveur limite, mais normalement, tout va bien. On remarquera quand même que bon, on est quand même à 44 millisecondes sur les... Oh, 57 millisecondes. Donc là, jusque-là, tout va bien. Et maintenant, si je passe à 11. Là, normalement, on va peut-être commencer à avoir des... Ou pas. Ou alors, le temps qu'il envoie les requêtes. Ouais, non, ça passe. C'est un peu, en fait, la problématique qu'on a entre les... Entre le nombre de requêtes qu'il envoie en simultané et potentiellement le nombre de... Est-ce que dans l'access log, il va chouiner des choses ou pas? Je suis bien sur la bonne machine au moins. Ouais, je suis sur la bonne machine. Je vais le relancer juste pour le principe, mais... Ouais, il envoie. Très bien. Et il fait que des 200, hein. Tout va bien. Ok, donc on va le couper viteuf. C'est pas le but. Je vais descendre à 20 secondes, parce qu'il n'y a pas besoin d'en prendre 30. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à 20 en simultané. Là, normalement, on devrait déclencher le serveur limite. Mais là, je vois rien. Je vois rien non plus. On n'atteint pas le serveur limite. Alors, est-ce qu'il est censé le préciser ou pas? Parce que j'aurais bien aimé configurer en fait des limites sur les serveurs pour pouvoir montrer que avec 2 serveurs ou 3 serveurs, on peut tripler les limites. Ça aurait été sympa. Au boulot, on utilise sur nos reverse des pages statiques de délestage en cas de plus de X connexions simultanées. Oui. Mais là, j'aurais juste aimé avoir l'erreur ou une erreur 500, un truc comme ça. Il y a une limite de serveur limite de 20 000 codés en dur dans le serveur. Ok. Ceci est censé éviter les effets désastreux que pourrait provoquer une faute de frappe. Alors attendez, elle est à 20 000 codés en dur. Et elle est à 200 000 pour le NPM préfork. Pour dépasser cette limite, vous devez modifier la valeur de max server limit dans le fichier source du NPM et recompiler le serveur. vous imaginez des gens qui auraient des machines tellement performantes qu'ils en viendraient à aller modifier le serveur limite hardcodé. Oh, Ludolpif, éditer le binaire, carrément. Toi, t'es comme ça, t'y vas à l'éditeur hexadécimal, cache. Mais Ludolpif, je veux bien. Ok, tu édites le binaire. Mais tu te rends compte que si c'est juste pour t'éviter une recompilation, t'es quand même obligé à chaque mise à jour de rééditer le binaire. Si genre par exemple tu t'installes, je sais pas moi, une Debian ou une Fedora et que tu dis oh je veux passer la suite du sysadmin est juste mal parti. Oui, c'est pas une réponse sérieuse. Non mais à la limite, j'ai envie de dire techniquement c'est valide. C'est valide ce que tu dis techniquement, effectivement, éditeur hexadécimal directement sur le binaire. Mais potentiellement, ça veut dire... à moins qu'il y ait moyen de patcher le binaire à la volée. Parce que pour le LoL, j'essaye d'imaginer la manière dont ce serait faisable
de façon entre guillemets presque industrielle, mais il est possible de faire des plugins par exemple pour DNF, je sais pas pour APT, mais pour DNF tu peux faire des plugins, et on peut imaginer, en supposant qu'il soit possible de faire je sais pas s'il y a un équivalent à patch pour faire sur un binaire, mais si tu lui dis telle valeur à tel endroit dans le binaire, tu la remplaces de 20 000 à, je sais pas moi, 50 000, et ben tu peux très bien créer un plugin pour DNF qui dit quand tu as une mise à jour pour HTTPD, une fois que la mise à jour est faite, puisque tu peux dire à quel moment dans les transactions de DNF le truc intervient, et tu peux lui dire à ce moment-là, change, une fois que la mise à jour est appliquée, change la valeur, lance tel programme pour changer la valeur du truc. Donc c'est... ok, c'était pas une réponse sérieuse, mais je pense que de façon un peu plus sérieuse, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors, que les choses soient très claires, je doute fort que des gens aient la problématique, mais je pense que si ça a été indiqué dans la page, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ont eu la blague. Hein. Il y a peut-être des gens qui se sont retrouvés avec des bécanes monstres qui avaient encore de la patate à revendre alors qu'ils atteignaient le serveur limite. Hein. Mais dans ces cas de figure-là, moi j'aurais tendance à... vous me direz, ce serait peut-être pas forcément résoudre le problème que de découper, en supposant que ce soit des machines virtuelles, en découper en des instances plus petites et d'avoir plus d'instances. Il y a un truc similaire sur Postgre, il y a une limite hardcodée de 18 000 colonnes sur une vue SQL. Ah bah aujourd'hui j'ai appris. Limite hardcodée à 18 000 colonnes sur une vue SQL. Je suis pas sûr de l'atteindre un jour, mais... Un DPKG divert vers un wrapper qui ajoute un ld-config preload qui charge une lib de patching du code. Et voilà. Ah, magnifique. Bravo, Ludolpif. Mais voilà, effectivement, pareil, le plugin DNF pourrait faire ça. Tu rajoutes un ld-config preload qui charge une lib de patching. Ah, parce qu'en plus, tu l'as fait. Ah, t'es génial. Ah, t'es génial, Ludolpif. Ah, j'adore. J'adore. C'est fantastique. Bref, toujours est-il que... Alors, je pourrais repasser sur un npm worker, hein, enfin pas worker, mais un pré-fork par exemple pour avoir les trucs de base. Mais je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me prendre la tête à ce niveau-là. Par contre, je me demande si au niveau de mode proxy balancer, mode proxy, il y a moyen de limiter ce genre de choses. Ouais, on a un maximum de connexion. Donc on peut faire un max en fait au niveau du max. Hop. On va faire un max égale 10, tiens, histoire de voir. Et ce que je vais faire, c'est regarder, tiens, toujours sur le 17. Sur le 17. Ce que je voudrais voir, c'est si je fais un curl sur 127.0.0.1. Ok. Et on peut faire un status. Je sais pas si le mode status est déjà... Pardon. Ah. Load module, status. Le mode status est loadé, mais a priori la config n'est pas présente. Et comme je suis plutôt paresseux, module, il n'y avait pas un truc sur les modules? Mode status. Mode status. Hop, voilà. Serveur status, mais je me demande s'il n'y a pas un serveur extended status. Voilà.
avec un extended status à on. Ok. Donc, on va se faire. Hop. En attendant, un patch. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? T'as pas osé avec Postgre, pourtant t'as déjà vu des apps voulant dépasser la limite. Ah oui. Il y avait un vieux Django qui générait du SQL dépendant du nombre de lignes d'une table dans le in, avec le projet de portail Wi-Fi étudiant intégrant l'autante Chiboulette. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. J'ai pas lu Chiboulette. Pour la fédération Renater. Eh ben, la Fédé a dépassé le nombre de fournisseurs d'identité qu'on peut avoir dans un not-in SQLite et le projet était en fin de vie unmaintained. En attendant un patch, j'avais bricolé comme ça. Mais ne le faites pas dans la dans la vraie vie, les gens, sauf un meilleur choix. Bah, merci Lidl Pif, c'était très enrichissant. Et à bientôt, j'espère. Ah, j'aime beaucoup. C'est le genre d'anecdote, moi, je m'en régale. Mais effectivement, pas à faire dans la vraie vie, sauf quand t'as pas le choix. Donc, ce que je voulais faire, c'était aller dans conf.d. Et on va faire un cat, on va faire un vim, non un vi, allez, tac. On va lui mettre ça, non pas ça. On lui met ça. Et on va lui dire slash status. Hop. Server status. Le require, pareil. Je mets pas de require, mais voilà, dans la vraie vie, les gens, là, pareil, le mode status, faut le protéger. Et puis on va mettre un extended status à on. Start. Donc, normalement sur... What? Je me suis trompé. Ah, il est où alors? Configuration globale. Ah. Ok. Donc là, normalement, si je veux faire un cœur. Ok, et là, j'ai mon status. Ok. Allez hop. Comme ça on aura les... Avec plaisir, c'est toujours le fun après la prise de chou. Ouais, tu m'étonnes. Dans un genre différent, moins système et plus réseau, comme ça, avec un collègue, une fois, on avait eu un problème avec un firewall matériel qui avait 2 ports fibres, je crois, et 5 ou 6 ports RJ45. Tout était en gigabit Ethernet, même les fibres. Et l'un des 2 ports fibres a lâché. Non, je crois qu'il y avait... Non, il n'y avait qu'un port fibre sur les 2 qui était utilisé. On utilisait un port fibre, un port RJ45. Et en fait, le port fibre a lâché. Enfin, les 2 ports fibres ont lâché puisqu'ils étaient sur la même carte physique. Et en fait, avec ce collègue, vu que en face c'était de la fibre aussi, on est allé chercher un switch parce que on n'avait pas de, on n'avait pas de truc pour traduire de fibre vers RJ45. On est allé chercher un switch qui avait des ports fibres et des ports RJ45. On l'a posé par-dessus le firewall. On a branché la fibre qui allait au firewall sur le switch. On a pris un câble RJ45, on l'a branché du switch à un autre port du firewall qui n'était pas utilisé. Et on a remis toutes les règles de firewall qui allaient sur le port fibre sur le deuxième port RJ45. Pour pouvoir ramener le service très vite et être tranquille pendant que le mainteneur du firewall matériel nous renvoyait un équipement.
Salut à toi Elisoft, j'espère que ça va bien. Ah, mais dites donc, c'est qu'il va être l'heure en plus. Et sudo systemctl, hop, restart httpd. Donc là, normalement, si je reviens ici, hop, et que je fais un slash status, voilà, j'ai un joli truc sympa. Donc comme ça, en plus, au besoin, je peux voir un peu comment le serveur est chargé. Donc si je reviens sur mon répartiteur de charge, il est où? Il est là. Et que j'envoie ici. Si j'envoie tiens, si j'envoie 200, il me dit quoi? Il a completed les requests? Non. T'es où le 16? var log http access log. Et j'ai encore que des 200, c'est cool. Attends, j'ai limité à 10 là. Je sais pas si on la voit là. Busy load. Tac tac tac. Et pendant ce temps, l'autre là sur le page status, il en est à quel point là? Il nous dit quoi? « 74 idle worker. » Ah, je crois qu'il a fini. Forcément, on lui avait mis sur 2 minutes. Ok. Voili voilou. Bon, je sais que c'était un peu brouillon, mais on s'est quand même bien marré. Hein. Hop là. Voili voilou. Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. On va faire d'autres épisodes hein, sur la répartition de charges. Parce que là, c'était l'échauffement. J'aimerais montrer d'autres répartiteurs de charges. Et j'aimerais montrer aussi un peu de haute disponibilité, justement, pourquoi pas, en faisant du VRRP entre deux machines, justement, entre deux répartiteurs de charges, pour pouvoir créer un peu de haute disponibilité. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez des envies par rapport justement à ces lives de répartition de charges, n'hésitez pas à m'en faire part, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le serveur Discord. Comme toujours, pour aller retrouver la liste des réseaux sociaux et l'adresse du Discord, vous allez sur anotherhomepage.org. C'est un peu le point central, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent pour pas mal de gens de Linktree. Alors oui, Ubisoft, il y a un replay pendant 15 jours sur Twitch. Pour le moment, sur YouTube, tu vas y trouver que des très vieux lives. Mais il y a en ce moment pas mal de rattrapage justement pour pousser les vieux lives et espérer faire en sorte. Mon objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, je sois revenu à un rythme de publication des replays qui fait en sorte que globalement, dans la semaine qui suit un live, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite puisque on est sur le sujet justement des replays et de la chaîne YouTube. Vous invitez bien entendu aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On est au moment où j'enregistre la vidéo et j'espère qu'au moment où celle-ci sera diffusée sur YouTube, qu'on aura dépassé. Mais pour le moment, on est à 845 abonnés. Et j'espère atteindre les... je crois que j'avais parlé d'objectifs de 1024. Que j'aimerais bien avoir, pas juste 1000, mais 1024. On se demande pourquoi je préfère 1024. Pour avoir un peu plus de monde sur la chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez aussi retrouver quelques vidéos que je n'avais pas faites en live. J'avais fait notamment, alors bon, c'était pour Debian 11, je crois, j'avais fait une vidéo de l'installation en mode expert, et j'avais fait aussi une vidéo pour installer libvirt et KVM sur Ubuntu. Ah, je crois que je me déshydrate, donc il va vraiment être temps que j'arrête. Ah bah tiens, l'adresse du Discord.
Bien. Bien, bien, bien. Donc, comme d'habitude, d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai même pas fait je n'ai pas fait le shootout vers Chaos qui m'a fait un super effet tout à l'heure. Donc, hop, Chaos. Je te fais quand même un petit shootout avant la fin. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, les lives ont lieu les dimanches de 18h à 20h à peu près. Modulo quelques désagréments comme potentiellement les astreintes ou d'autres choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, je me rends compte que je vous avais parlé en début de live de potentiellement une surprise, mais finalement la surprise n'est pas venue. On verra si la surprise vient dans les semaines à venir. J'essaierai d'envoyer une photo justement aux gens qui sont sur le Discord de la surprise en question, en tout cas s'ils n'ont pas peur d'être surpris avant les lives. Bien, on va aller faire un petit coucou à Adrien de Linuxtrix, puisque c'est un peu la tradition du dimanche. Adrien de Linuxtrix, que je vous recommande aussi d'ailleurs d'aller voir sur YouTube, ne fait pas par contre de Linux sur Twitch. Lui, c'est plutôt musical, donc ça permet, voilà. Surtout si jamais vous arrivez depuis le raid de Chaos, vous avez fait de la sécu avec Chaos, vous avez fait de l'admin 6 avec moi, ça va être le moment de se détendre un peu et de finir le week-end en musique. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon début de semaine, et puis je vais vous donner rendez-vous dimanche prochain. Allez, ciao, et n'oubliez pas de rester pour le raid. Salut, salut!